Salut à tous et à tous, Salah au micro, bienvenue dans le podcast Dunk Hebdo spécial débrief de ce match 5 des finales NBA, un match 5 épique qui a vu Miami l'emporter et revenir à 3-2. On aura donc un 6e match dans la nuit de dimanche à lundi. Avec moi pour débriefer de ce match dans cet épisode, Ben. Comment ça va, Ben ? Ça va très... Enfin non, je pense que ça s'entend, ça va moyen. C'est pour ça qu'on a inversé aujourd'hui un petit rhume, rien de plus grave, une petite voix un peu enrouée. Donc je t'ai laissé la présentation, Alan, j'ai parfaitement confiance, mais je voulais être là pour parler de ce match, le meilleur de la série, je pense. Ouais, exact. Ouais, en termes de niveau de jeu, d'intensité et de deux équipes qui étaient bonnes en même temps ou moyennes plus en même temps, ouais, c'était vraiment le cas. Vous voyez, ces finales NBA nous mettent vraiment dans un état. Il est temps que tout ça se termine. Il est temps que ça s'arrête. Ouais, tant que tout ça se termine. Tous les deux, on a plein de choses à mettre en avant par rapport à ce match. C'est vrai que notre conversation privée WhatsApp était en feu entre 5h et 6h du matin et ce qui s'est passé dans ce quatrième quart-temps, le duel épique LeBron-Butler. Le cas AD, où j'ai l'impression qu'on en parle peut-être pas assez, que ce soit sa deuxième mi-temps ou sa potentielle blessure. Je pense qu'on va devoir en reparler. Mais voilà, d'abord, avant de commencer, merci à tous de nous suivre. C'est vrai qu'on a dépassé les 2000 followers sur Twitter grâce à tu penses pas, Alan, qu'on devrait mettre un nouveau défi, du coup ? Genre, ouais. Moi, je pensais à mettre 3000 avant la draft. La draft, c'est quoi ? C'est dans un mois ? Ça me semble... Ouais, dans un mois. Vu que la première fois, pour moi, c'était irréaliste, je pense qu'on peut continuer sur cette série d'objectifs totalement irréalistes et peut-être, grâce à l'élan de solidarité, y arriver. Exactement, mettons des objectifs démesurés. Donc, ouais, hashtag 3000 avant la draft. On tweetera ça fort au moment de la publication de l'épisode. Mais on vous remercie pour tout ça, de nous suivre. N'oubliez pas, voilà, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, sur les plateformes où vous nous écoutez. Mettez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve juste après l'interlude. Pour Ben, je sais pas par quoi je voulais commencer, parce qu'en fait on s'est pas trop dit la trame qu'on voulait mettre en place tous les deux pour cet épisode. Il y a pas mal de billes sur lesquelles on peut commencer. C'est quoi toi à la sortie de ce match, la chose qui t'a le plus marqué à la sortie de ce match 5 ? Alors la chose qui m'a le plus marqué, c'est peut-être pas l'élément le plus discuté, mais je trouve que on discutait beaucoup du fait dans le bilan du match d'avant que les Lakers avaient peut-être trouvé des solutions ou des billes offensivement pour lesquelles le Heat avait pas de solution. Et j'ai l'impression qu'en regardant ce match-là, le Heat a déjà su s'adapter à certaines des adaptations des Lakers, donc une réponse. Et surtout, j'ai vraiment l'impression que le Heat commence à trouver des réponses pour des problèmes beaucoup plus majeurs. Je m'explique, par exemple, le rebond. Le Heat, de match en match, est de moins en moins dominé au rebond. Et ça, on le disait depuis le début, c'était une des clés pour les Lakers, et le Heat réussit à réagir. Je pense aussi à la capacité, on y reviendra, qu'un Jimmy Butler a constamment profité d'un match-up favorable face au troisième membre du front-court des Lakers. Je pense que ça soit Markieff Morris, Dwight Howard en début de match, ou Kyle Kuzma. Donc, ce qui me marque, c'est que le Heat commence à poser de vrais problèmes et que si j'étais aujourd'hui un membre du staff des Lakers, je serais pas vraiment rassuré. Ouais, c'est vrai que on disait beaucoup après le match 3, bon, il y a 2-1, si les Lakers gagnent le match 4, franchement, ça devrait le faire. Et je pense qu'on aurait dit, bon, ils perdront le match 5, mais s'ils perdent le match 5, ils seraient quand même toujours favoris. Il faudrait qu'ils gagnent 2 de suite, il faudrait que Miami gagne 3 de suite, et donc le match 6 et le 7, ça n'aurait pas été si grave. Mais après, moi, c'est comme je suis d'accord avec toi sur ça, c'est ce qu'on a vu proposer sur le terrain, en fait, qui peut changer un peu la donne avec d'autres choses en plus, des blessures ou d'autres choses. Mais c'est vrai que Spoelstra, franchement, dans l'adaptation qu'il a pour permettre de bloquer le rebond, franchement, Dwight Howard devient de plus en plus difficile à jouer. Injouable. Ouais. Il doit arrêter de jouer. Il doit plus mettre Dwight Howard. Ouais, sur longue durée dans ce match. Alors, peut-être commencer directement avec Markieff Morris ou Kyle Kuzma, je sais pas. Mais
Et on en parlait beaucoup, vous en parlez beaucoup dans la preview après le match 1. Voilà, quand les Lakers faisaient leur run, c'était avec Anthony Davis en poste 5 et sans Dwight Howard ni Javel McGee qui voit pas le terrain de ces finales NBA d'ailleurs. Mais c'est vrai que les adaptations faites par Spoelstra, Jimmy Butler qui franchement a un cardio monstrueux je trouve parce que comme tu l'as dit il ne refuse aucun match-up favorable dès qu'il est le ball handler principal de l'attaque. Le switch est fait, c'est un joueur plus petit en face ou c'est un plus grand qui est plus lent, il attaque parce que il est très très fort proche du cercle, il a de l'espace grâce au spacing de Miami et surtout il a 92% en lancer franc sur des finales NBA, donc en même temps s'il va sur la ligne c'est très positif, il en met 9 sur 10. Donc moi j'avais pas mal de choses comme toi qui me venaient en tête, mais c'est vrai que moi ce dont je veux parler plus c'est les problèmes offensifs des Lakers dans la fin de match en fait. Dans la fin de match, c'est la deuxième fois j'ai l'impression. C'était pas vraiment une fin de match le match 3, mais c'était plus dans tout le quatrième quart-temps. Les problèmes offensifs des Lakers dans le quatrième quart-temps. Là c'est les problèmes offensifs des Lakers dans les dernières minutes parce qu'ils arrivent à revenir. Franchement ils font ce qu'il faut. LeBron et AD, bon AD un peu moins, LeBron est stratosphérique. Il nous sort encore un match de finale NBA comme il en a le secret. Un match un match 1 2018 ou match 5 2016 de mémoire, match 2 2015 aussi, c'était ce genre de match épique où en plus il est adroit de loin et quand ça devient, tu le sens, il met dedans dans le deuxième quart-temps et là tu dis bon et là ça pose problème et malgré ça, bah, l'incapacité, tu le disais en off, d'autres le disaient, pour les Lakers à trouver 3 joueurs à côté de LeBron et AD où tu te dis c'est bon j'ai confiance. Ils sauront faire ce qu'il faut faire dans une fin de match, là où Miami, ils ont 6 ou 7 de ces mecs-là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et moi je veux vraiment insister là-dessus parce que selon moi c'est le plus gros problème des Lakers à l'heure actuelle, c'est leur incapacité à trouver quelqu'un de viable à mettre sur le terrain dans le front-court à côté de AD et LeBron. On voit bien que les Lakers continuent à mettre Anthony Davis sur Jimmy Butler, ce qui selon moi est est la bonne adaptation. Le vrai problème pour les Lakers, c'est que le Heat s'est adapté à ce changement qui a été opéré dans le match 4. Beaucoup de slip screen, on l'a vu dans ce match-là, du côté du Heat, mais aussi la façon de poser l'écran qui force le switch. Et le problème, c'est que quand le switch est opéré et que Jimmy Butler se retrouve face à Kyle Kuzma, face à Markieff Morris, ou pire, face à Dwight Howard qui subit vraiment ça en début de match quand il est dans le 5 majeur, eh bien, Jimmy Butler fait son beurre. Et en plus, Jimmy Butler, sur les fins de match, met des shoots extrêmement compliqués. Donc pour moi, ça, c'est le principal problème des Lakers. Plus que les joueurs sur le backcourt, parce que sur le backcourt, j'estime que la mission qui, souvent, côté Lakers, se résume, avec des grosses guillemets, à suivre Duncan Robinson et Tyler Herro, est globalement bien faite. Duncan Robinson prend feu hier, mais globalement, ils font le taf depuis le début de la série. C'est vraiment qui mettre à côté de Davis et LeBron. Et je crois malheureusement que la meilleure solution, c'est ton ami Markieff Morris. Parce que Kyle Kuzma doit remercier la fin de match des Lakers, parce qu'il a été ignoble et fait vraiment une série vraiment pas bonne. Et Dwight Howard, on l'a vu, le defensive rating des Lakers, quand il est sur le terrain, est juste beaucoup trop haut. Je crois qu'il est au-dessus de 130. Donc je pense que c'est là la clé pour la suite. Il faut pour les Lakers que Markieff Morris ou un autre joueur, mais je pense que ça va être Markieff Morris, fasse un bon match 6. Ouais, c'est clair, et on revient un peu à ce qui c'était à la deadline, tu vois. Cette incapacité des Lakers, tout le monde cherchait des 3&D. Robert Covington avait été tradé, Miami ils sont bien placés, ils ont été chercher Crowder et puis André Iguodala. Marcus Morris avait été aussi mis dans les targets possibles des Lakers à un moment. Finalement ils ont pas pu, ils ont pris son frangin. Et donc c'est cette incapacité à avoir cet ailier rugueux qui peut mettre des tirs extérieurs et qui est bon défensivement. Franchement, s'ils avaient ce joueur-là, les Lakers, ça réglerait tous leurs problèmes, je pense, pour moi. Et franchement, je trouve mon Kuzma hier, il est scandaleux défensivement. Il est vraiment scandaleux, mais je le trouvais franchement pas horrible défensivement. Ou alors c'est peut-être que j'avais mis la barre tellement basse. Je pense, ouais, parce qu'il est vraiment... depuis le début de la série, c'est le pire Laker, hein, et de très loin.
Ok. Tu trouves défensivement que c'est le plus mauvais? Je pense. Alors, on peut critiquer, je pense, à Howard, mais comment dire? Howard, c'est plus parce qu'il est constamment mis dans des match-ups où en fait ils le font sortir au large et ils abusent de son manque de mobilité face Howard, à c'est un Butler. schématique, ouais. Totalement. Là Je suis où d'accord. Kuzma, c'est des mauvais choix. Puis peut-être que c'est ses choix offensifs aussi qui me traumatisent parce que offensivement, il fait les mauvais choix. Mm. Pour moi, un des tournants du match, je te redonne la parole, c'est vraiment cette séquence assez courte hein, où le Heat réussit, et c'est pas en toute fin de match, c'est un peu avant, où le Heat réussit à faire 2 actions à 4 points. Ouais. Et en l'occurrence, je trouve que Kyle Kuzma, alors peut-être que c'est une action dans un match, mais quand un match se joue sur une dernière possession, il y a beaucoup d'actions qui sont des moments clés. Ça fait quand même 2 actions à 8 points déjà. D'un point de vue mathématique, c'est énorme dans un match si serré. Et surtout, Kuzma, c'est n'importe quoi sa défense. C'est vraiment n'importe quoi. Donc pour moi, ouais, c'est le plus mauvais Laker, défensivement comme offensivement. Le problème, encore une fois, on y revient, ils ont pas assez de monde sur le front court pour s'en priver, je pense, à l'heure actuelle. Non. Et c'est pour ça qu'ils avaient été obligés d'aller chercher Markieff Morris libre et de compter sur Kyle Kuzma. Parce qu'il y a personne d'autre. Il y a personne. Tous les membres un petit peu du front court potentiel qui étaient l'année dernière ont été balancés pour aller chercher AD en fait. Et donc Ingram et Josh Hart, je pense Josh Hart aurait pu le faire. Bon, on sait pas, c'est des mecs qui n'ont pas joué les playoffs et là on est en finale NBA, on parle quand même vraiment du sérieux du haut du panier. Mais je suis assez d'accord avec toi et franchement, pour rebondir sur ça et passer peut-être côté Miami, moi j'avais dit dans le débrief du match 3 lundi qu'on avait sorti mardi qu'en fait j'étais impressionné par le fait que mais je comprenais comment Butler avait pu dans le match 3 aller aussi facilement sur la ligne et attaquer sur les switches à chaque fois, c'est qu'en fait la raquette était totalement ouverte parce que Kelly Olynyk était au large. Moi je suis impressionné du fait qu'il ait réussi à le faire avec Bam Adebayo sur le terrain. Ouais. Ça c'est vraiment pour moi hyper impressionnant de la part de Spoelstra. J'ai pas tout compris schématiquement, je suis pas coach de NBA, je suis pas coach de basket. Mais ça c'est vraiment quelque chose où je me dis comment en fait Spoelstra a réussi à ouvrir la peinture pour Jimmy Butler alors que son poseur d'écran ne représente aucune menace à 3 points. Voilà. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup et pour le match 6, c'est peut-être une chose qui ne réarrivera pas du côté de Miami. Et on voit aussi que du coup, tout, c'est une cascade, hein, tout est influencé. Le fait que Miami oblige les Lakers à sortir Dwight Howard du terrain, ça fait que les Lakers, se retrouvent avec seulement un protecteur de raquette qui est Anthony Davis. La problématique de le faire sortir de la raquette et de le faire défendre Jimmy Butler au large, c'est que t'as personne derrière. Et c'est pour ça que Miami, déjà de 1, récupère de plus en plus de rebonds, et de 2, réussit, je pense, offensivement plus facilement, malgré, et je te rejoins, le fait que Kelly Olynyk ne soit plus là. Ce qui est très fort. Après, je pense vraiment qu'ils ont vu que, et on l'a vu sur les 2 premiers matchs, la façon dont ils ont battu les Bucks et les Celtics avec cette tour de contrôle Adebayo, ça marchera pas contre les Lakers. Parce que Adebayo, pour la première fois, va jouer un joueur meilleur que lui. Donc ils étaient obligés de changer. Moi, je trouve aussi, alors c'est dur de lui tomber dessus après un match historique. C'est aussi, on voit un changement majeur par rapport à 2016. Bon, c'est quand même il y a 4 années. Quand à la fin de la série de 2016, les Cavs réussissent leur remontée, c'est aussi parce que LeBron réussit à devenir un protecteur de cercle face aux Warriors. Je pense que LeBron ne peut plus le faire. Je pense que LeBron ne peut plus être protecteur de cercle. Peut-être aussi parce que je trouve que c'est un point que j'ai toujours pensé, j'en ai jamais parlé dans le podcast. À force que LeBron devienne de plus en plus fin, je pense il perd en puissance et d'ailleurs ça se ressent dans son jeu. Je trouve que ça se ressent énormément dans son jeu. Et LeBron ne peut plus protéger la raquette, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un protecteur de raquette. Et quand ils obtiennent le switch, bah forcément, c'est du Butler tout seul dans la raquette. On l'a déjà dit l'autre fois. Le Butler, dans ce moment, si tu lui fais jouer un Markieff Morris ou même un KCP, parfois, il sanctionne, tout simplement. Complètement. Kelly Olynyk n'a pas joué le match 5. Il a joué 14 minutes dans le match 4. Il a joué 14 minutes en 2 matchs. Alors qu'on avait dit après le match 3... qu'il était en partie responsable du succès offensif de Miami dans ce match 3 et du succès de Butler. Et pour moi, Spoelstra encore, je sais pas par quel tour de magie, arrive à ne pas heurter son spacing et le jeu offensif de son meilleur joueur en
en se privant d'une des causes de sa réussite, en fait. Voilà, Mais des matchs c'est là où il y a même pas de match dans la bataille de coach. Parce que en réalité, Vogel, le plus gros changement qu'il fait, c'est Davis sur Butler. Alors que Spoelstra, j'ai l'impression que on a vu 5 matchs dans cette série, ils ont joué 5 fois de façon différente. Complètement. 5 fois, LeBron était défendu différemment. Des fois, il passait sous les pics. Des fois, il y a beaucoup de plus de prises à deux. Des choix, en fait. J'ai l'impression des choses balancées contre le mur. Et on voit dans les premières mi-temps, on voit ce qui reste, ce qui marche sur la fin. Et les 2 victoires de Miami, c'est des victoires, bon, de Butler, hein, mais c'est des victoires de Spoelstra sur Vogel, là, où les 3 victoires les Lakers, c'est des victoires de LeBron et AD sur les joueurs du Heat. Du talent. Ouais, c'est ça. C'est les victoires du talent, en fait. C'est un beau match, c'est une belle leçon de basket, en quelque sorte, comme quoi le coaching peut, quand t'as un coach élite, ce qu'est devenu Eric Spoelstra, ça peut t'apporter des choses, bien sûr, quand t'as les joueurs aussi avec. Jimmy Butler, Ben, je pense que t'es le seul t'es celui du site qui préfère Jimmy Butler depuis longtemps. Et c'est vrai que tu m'aurais dit que sur les 5 premiers matchs du final NBA, il tournerait en 29-8-5, plus de 10 pas décisives à 55% au tir, 92% au lancer franc, avec 2 triples-doubles avec plus de 35 points dans 2 victoires. Je t'aurais dit que t'étais complètement cinglé. Et en fait, c'est ce qui se passe. Il a joué 47 minutes hier, Jimmy Butler. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'on dit depuis une semaine encore sur lui? Bah, il est en train de faire une série où, sur 2 matchs, il y a débat entre lui et LeBron sur le meilleur joueur sur le terrain, ce qui, quand même, de souvenir, c'est ça. J'ai pas mémoire, à part un Kevin Durant, que ce débat se pose pour un autre joueur NBA sur les 10 dernières années, parce que LeBron en a fait quand même des finales NBA, donc impressionnant. J'avoue que moi, ce qui me fascine vraiment avec Butler, je l'ai déjà dit, c'est que on reparlera de notre DH20, de notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA, qu'on invite les gens. Alors, on vous donne des devoirs à l'avance. On invite peut-être les gens à réécouter parce qu'on vous le dit d'avance, on va revenir là-dessus. Moi, je me faisais une réflexion quand on travaillait sur ça, c'est qu'en plus, je trouve que Butler, c'est celui qui a le jeu le plus difficile parfois. Enfin, je trouve qu'il se crée pas beaucoup de shoots faciles, je l'ai déjà dit, et franchement impressionné aussi par son playmaking, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui venait à l'esprit, et du coup, selon moi, il a vraiment pris ce hub, cette faculté de tour de contrôle qu'a eu Bam Adebayo, elle a été prise par Jimmy Butler sur cette série. Donc oui, ensuite il y a tout l'aspect culturel qui, je pense, joue beaucoup surtout sur un run, et joue beaucoup sur le fait que moi je suis un Laker à l'heure actuelle, je suis pas vraiment serein. Ensuite se pose quand même la question de, tu l'as dit, physiquement, on voit qu'il sort du match exténué. Il y avait une vidéo qui tournait son interview d'après-match, pas celle avec Rachel Nichols, mais sur le podium, où tu vois qu'il se tient le dos. Enfin, on a l'impression qu'il a 80 ans quand il quitte le podium. Après, on se fait pas de soucis, mais il y a un moment où physiquement, ça va devenir difficile. On le dit depuis le match 3, hein, les mecs sont cramés. Donc, je me demande, mais après, pour Jimmy Butler, c'est un mec que j'apprécie forcément. Après, on est entre toi et moi, on est tous les deux, Alan. Les retournements de veste sur Jimmy Butler, je les trouve savoureux. Ils sont savoureux. C'est fascinant les retournements de veste sur Jimmy Butler. Jimmy Butler qui, quand même, là, il regarde LeBron les yeux dans les yeux, on peut le dire. Et l'année dernière, il regardait Kawhi les yeux dans les yeux, hein, dans la série contre Toronto. Pas l'oublier, ça. C'est que il fait une meilleure série que Giannis, par exemple, contre Toronto. Déjà l'année dernière, c'était un top joueur. Les fans de Philly, on le sait, qu'est-ce qu'ils prennent cher depuis quelques semaines, alors que c'est pas que leur faute, c'est pas que la faute des Sixers, mais je suis hyper impressionné. Comme tu as dit, j'ai rarement vu un mec exister comme ça dans le duel avec LeBron sur toute une série. Pas sur un match, surtout sur une série. Le tout, et moi, c'est toi tu l'as dit, ce qui te fascine avec Butler, c'est le nombre de tirs compliqués. Moi, ce qui me fascine, c'est sans prendre de tirs à 3 points, quoi. Ouais. Il a mis 3 points en 5 matchs, il en a tenté 11. Donc il a un tout petit peu plus de 2-3 points tentés par match. Quand tu es en 2020, avec la balle en main, et que tu as
tu l'as peut-être l'arme du pull-up à 3 points, mais que tu ne les prends pas. C'est une anomalie, ouais. C'est une anomalie complète en fait. C'est une anomalie folle. Donc, on est dans l'ère des combo guards, des ailiers qui shootent en sortie dribble. Et lui, il le fait à mi-distance sur des turnarounds, mais il y a beaucoup d'articles qui sont écrits, qui sont faits comme quoi juste le fait de prendre des pull-ups à 3 points, ça te fait être défendu différemment. Lui, il en prend pas. Il est toujours hyper altruiste. En fait, il sait ce qui marche. Bon, il met du pull-up à mi-distance compliqué. En fin de match, franchement, il met des gros tirs à mi-distance. Mais c'est cette anomalie dans son jeu. Pas dans son jeu historique, parce que c'est un joueur qui a... Est-ce qu'il n'a pas le jeu offensif, la sélection de tir d'un joueur des années 90 là, dans comment il joue? Peut-être, mais il arrive à le faire en 2020. Juste, ça marche en 2020 parce qu'à côté, tout le monde tire. Sauf Bam Adebayo. Ouais, c'est ça. Puis, pour revenir sur Butler, je maintiens ce que j'avais dit un peu là, dans le podcast précédent. Je pense vraiment que sa façon de jouer, je suis pas sûr il peut reproduire ça dans beaucoup d'équipes de la ligue. Enfin, complètement. Parce que c'est viable, parce que les défenses sont terrifiées par Duncan Robinson et Tyler Hero, et Jay Crowder dans une moindre mesure. Je vais pas, alors la comparaison va faire sauter de leur chaise les fans du 8, mais pour moi c'est un peu la question Draymond Green, tu vois. C'est un peu la question Draymond Green avec une capacité à mettre des shoots qui est totalement incroyable. C'est-à-dire à quel point c'est dans un autre environnement ça peut être reproduit. J'en doute un peu. Après, c'est sûr que Jimmy Butler, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une faculté à être là au bon moment et à se sublimer qui est peut-être pas vraiment égalée dans la ligue. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa place, c'est pas de regarder LeBron dans les yeux ou un Kawhi. Et là où il a été, je trouve où il est incroyable depuis le début des playoffs, c'est que alors il y a la série contre les Celtics où il y a débat parce qu'Adebayo fait un chantier pas possible, mais on se posait, moi quand je commençais à annoncer peut-être le hit haut, une de mes craintes c'était l'incapacité du hit à vraiment avoir un joueur qui fasse la bascule. Ça a toujours été Jimmy Butler ensuite, et c'est pour ça, peut-être je reprends un peu la trame du podcast, je te coupe l'herbe sous le pied, c'est pour ça que moi je trouve que seulement parler de cette fin de match sous le prisme de les Lakers se ratent, bah non, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ça fait 4 tours que toutes les équipes se ratent dans le Money Time contre le Heat. Il y a peut-être plus de choses que ça. Enfin, je regardais la stat, je crois que le Heat a gagné 11 des 13 matchs qui se sont joués à vérifier, hein, dans le clutch depuis qu'ils sont arrivés dans la bulle. Ils gagnent tous leurs matchs au couteau. Et ça c'est extrêmement impressionnant, surtout quand t'as j'ouvre les guillemets, ce qu'on pourrait dire, ils ont pas de superstar, tu vois. Donc ça c'est ultra impressionnant. Et pour moi c'est le résultat de Spoelstra, Butler et aussi les mecs autour. Parce que hier, je te laisse la parole, mais Duncan Robinson a son match enfin. Il y a la surprise Kendrick Nunn. Enfin ils ont les joueurs de complément que n'ont pas les Lakers au bon moment. C'est ça. C'est totalement ça. Duncan Robinson, bon, le marronnier, on le qualifierait de Factor X. Je pense que c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est Brad Stevens qui disait ça d'un joueur comme Kyle Korver il y a quelques années. C'est qu'il met 10 ou 30 points, tu dois le défendre de la même manière. Tu t'es obligé de le défendre à fond, de close out fort, de le suivre entre les écrans. Ce que fait bien KCP, hein, comme tu le disais. Mais sauf que hier, il a mis dedans. Et donc, en fait, il change la manière dont les joueurs loin du porteur de balle défendent. C'est-à-dire que ça change complètement, ça perturbe les Danny Green, les Kentavious Caldwell-Pope dans les aides qu'ils pourraient venir donner en termes de main active sur un Jimmy Butler ou sur un Bam Adebayo. Parce qu'ils peuvent pas, ils sont trop loin en fait. Ils sont trop loin. Dans les matchs 3 et 5, Duncan Robinson c'est 10 sur 23 à 3 points. Dans les matchs 1, 2 et 4, c'est 5 sur 16. Donc que ce soit en termes de volume ou en termes de réussite, quand Duncan Robinson est dedans, ça change tout. Ça change tout pour Miami et pour les Lakers. Ça fait partie de ces joueurs-là où ça change tout pour les deux équipes en quelque sorte. La deuxième chose laquelle je veux revenir avec toi, et tu l'as dit, c'est qu'en fait, ok, bon c'est débattable. LeBron et AD sont censés être les deux meilleurs joueurs de la série. Il y a débat avec est-ce que Jimmy Butler est meilleur qu'Anthony Davis sur la série. Ouais, je pense.
Voilà, maintenant, on en est arrivé là. Hein. Alors qu'après les 2 premiers matchs, c'était Anthony Davis MVP. Hein. On en est arrivé là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que derrière, le 3e meilleur joueur des Lakers, il est quoi? Le 9e meilleur joueur de la série? Tu veux dire sur l'intégralité de la série? Ouais. Ah, peut-être pas. Peut-être pas parce que faut pas non plus... Je trouve qu'il y a quand même... C'est enlever du crédit, je trouve, à Butler et à Spoelstra que de fantasmer sur la profondeur du hit qui... En fait, le truc, c'est que vu qu'à chaque match, il y a un joueur du hit qui sort la tête du chapeau, on en vient presque à oublier ceux qui font pas des bons matchs, tu vois. C'est vrai. Par exemple, sur l'intégralité de la série, je suis pas sûr que Jake Crowder soit meilleur que KCP. Je suis d'accord. Sur l'intégralité. Et si tu commences à monter à 8-9, ça fait un paquet de monde qui fait rentrer. Je pense qu'Adebayo, c'est un cas assez compliqué à noter, on va dire, parce que il est toujours un peu diminué, on a l'impression. Il y a eu la blessure. Jimmy Butler, oui. Duncan Robinson, peut-être sur ce qu'il apporte, mais en fait, moi, je trouve vraiment qu'on voit vraiment la difficulté à être constant au final NBA, parce que des deux côtés, il y a aucun role player qui est constant sur la série. Complètement. Mais je te dirais que sur les 3 derniers matchs, donc ceux là où Miami en gagne 2, derrière AD et LeBron, donc déjà Butler est le 2e meilleur joueur et peut-être le premier. Enfin, c'est compliqué. Personne n'est vraiment meilleur que LeBron James, mais bon. Je te dirais que je préfère Tyler Hero, Robinson, Bam joue pas le 3, donc c'est compliqué. Crowder, bon, il met pas dedans, mais fais pas d'erreur, Jake Crowder, en fait. Fais pas de bêtises. Et je te dirais que Nunn, sur les 2 derniers matchs, est vraiment solide, en fait. Après, ouais, Nunn, après, c'est oublier si tu joues sur les 3 derniers, c'est oublier le premier. Mais tu vois, si on compare, par exemple, Jake Crowder est solide parce que, en fait, on en revient à notre théorie du costume. Il a un costume parfait. KCP, ou même des Danny Green, il y a des moments où on leur demande de prendre des responsabilités. Alors, LeBron et Anthony Davis font la plupart du chantier, mais il y a des moments où ils doivent mettre des gros shoots. J'en reviens à la première défaite des Lakers dans cette série où Markieff Morris en vient à prendre 2 shoots importants dans la fin de match. Là, on peut dire, alors, les gens vont se dire, ils ont réussi à passer 30 minutes sans parler de cette action. La fin de match, les 2 derniers joueurs qui touchent la balle côté Lakers, si on enlève le shoot à 1 seconde de la fin de LeBron, c'est Danny Green et Markieff Morris en fait. Et c'est là où je comprends ton propos, mais moi je me dis juste que ils ont la possibilité côté Heat de se cacher quand un role player n'est pas bon, parce qu'ils ont peut-être un peu plus de profondeur, même si elle a été un peu remise en question durant la série. Markieff Morris c'est pas bon. Tout le monde lui tombe dessus parce qu'il n'y a pas d'alternative. Kyle Kuzma pareil, KCP pareil. Enfin KCP, le match où il est le moins bon de la série, tout le monde lui tombe dessus parce que on voit que ça fait une différence telle, sachant qu'il y a peu de marge, que il peut pas se permettre de faire ça. Là où Jake Crowder a des moments d'absence, Duncan Robinson aussi, mais ils ont d'autres joueurs pour prendre leur place. Jake Crowder n'a rien mis contre Boston par exemple. Et t'as vu, ça s'est pas vraiment vu parce qu'il y avait toujours t'as un Robinson à un moment, un Hero. En fait, ouais. Est-ce qu'en fait, c'est un truc improuvable, mais t'as l'impression que les Lakers sont tout le temps super bons, tous en même temps. Et que du côté de Miami, bah, il y en a toujours un qui va faire un super match. Mais c'est ce qui a tué les Bucks et les Celtics, en fait. Exactement. C'est ce qui tue toutes les équipes qui jouent le Heat depuis le début, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment par moment. On a débattu, toi et moi, Tom aussi. Ilias, c'était plutôt de ton côté, Tom, plutôt du mien. Où on se dit, Miami n'est pas la meilleure équipe, en fait. Par moment. Parce que on voit des trous d'air de certains de leurs joueurs et d'autres, mais il y en a toujours un qui est là pour le faire et il gagne le match dans le clutch. Là où, quand les autres équipes les battent, bah, c'est clair, net et précis sur ce genre, sur les victoires. Et donc, cette espèce de faux débat du Miami est pas la meilleure équipe, mais il gagne parce que raison X, Y, Z, il se met en place. Alors qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est juste qu'en fait, il y a c'est pour ça que ces joueurs ne sont que des role players, en fait. Parce qu'ils ne peuvent pas répéter des matchs à plus de 18 points avec une bonne adresse et pas d'erreur mentale défensive. C'est un truc qui est fait. Tu vois, pour les 30 meilleurs joueurs de la ligue, quoi.
Bah, voilà, demander à un role player d'en mettre 18 dans une finale NBA contre 2 équipes très bonnes défensivement, c'est beaucoup, hein. Mais c'est ce qu'on C'est demande à beaucoup. KCP, hein. T'as l'impression par moment. Un peu, ouais. Mais en fait, KCP, j'ai plus l'impression que c'est un peu le pompier des role players quand personne ne met dedans, quoi. Enfin, c'est vraiment celui... Après, on va revenir sur le match d'hier, mais la bonne nouvelle, je pense, pour les Lakers, c'est que j'imagine pas un autre match où les role players sont à ce point maladroits. Parce qu'il y a vraiment aucun apport. Il y a vraiment aucun apport de leur côté. Et je pense même qu'il y a un effet un peu pervers à LeBron qui met beaucoup de shoots extérieurs. C'est que du coup, il est peut-être un peu moins dans la pénétration et il crée moins d'espace pour les autres à shooter à 3 points parce qu'on sait que beaucoup vivent derrière la ligne à 3 points. Mais je trouve que globalement, les role players des Lakers, comment je pourrais expliquer ça? En fait, eux, vu qu'on met en avant le fait que Miami se base sur le nombre, on va peut-être un peu moins pinailler quand un joueur du Heat va se rater, là où les Lakers, vu qu'on met, et c'est à juste titre, hein, on met un peu LeBron et AD sur un piédestal, bah dès qu'ils perdent comme hier, on va chercher les responsables chez les role-players. Ouais, c'est clair. C'est clair, surtout parce que c'est comme je dis, ils vivent du tir à 3 points, ils vivent du catch and shoot. Et on a l'habitude de dire, et c'est vrai que c'est plus facile le catch and shoot que le tir en sortie de dribble. Il devrait être plus adroit sur certaines séquences. Voilà, sur l'ensemble de la série, bon, Danny Green est à 8 sur 31. Kuzma, il est à 9 sur 27. KCP, où tu as l'impression qu'il met beaucoup de gros tirs, en fait, il est qu'à 30% à 3 points sur les finales. Rondo a pas mis un tir à 3 points depuis le match 2. Et Caruso, il est à 40% sur les playoffs. Hein. Ouais, il a 4 sur 17, Rondo, sur les finales. Il n'en a pas mis un dans les matchs 3, 4 et 5. Et Caruso, on ne prend pas beaucoup, il en prend à peine 2 un petit peu plus de 2 par match. Et Markieff Morris, à part le match 3, où il en met beaucoup, il est à 6 sur 17, donc un tout petit peu plus de 33%. C'est pas des stats horribles, c'est des stats pas bonnes parce que c'est des tirs pris en catch and shoot, c'est ça que je voulais dire. Si c'était des stats pris en sortie de dribble, ça va, des fois on a du Damian Lillard, il est aux alentours de 35%, mais ou Kyrie, ou Kemba, ils prennent des tirs tellement compliqués que ça peut s'expliquer. Je dis pas que tous ces joueurs-là devraient être à 40%, parce qu'il y aurait plus de série en fait, s'ils étaient à 40%. Mais l'adresse des role-players des Lakers, c'était ce qui avait fait peut-être parier des gens contre les Lakers dans ces playoffs. C'était peut-être ce qui avait fait dire ok, on aura LeBron et AD, mais quid d'à côté. Et c'est vrai que sur les défaites des Lakers, les matchs 3 et 5, eh ben, ils ont rien mis. Et moi, j'ai cette peur que ça continue en fait. Que peut-être ils aient encore un trou d'air dimanche soir. Ouais, je peux te comprendre, surtout que, encore une fois, moi, tu sais qu'il y a un truc qui m'énerve toujours, c'est quand on s'étonne de phénomènes qui se sont répétés. Le Heat a fait déjouer, la défense du Heat fait déjouer les shooters, en fait. Là, ça fait... Je vais, sans manquer de respect aux Pacers, ils étaient pas vraiment au niveau, je vais dire que ça fait 3 tours qu'on le voit. Ça fait 3 tours qu'on le voit, ça. Et ils ont fait déjouer des shooters un peu meilleurs, d'ailleurs, que ceux des Lakers. Parce que, sans leur manquer de respect, Rondo... et peut-être un Kuzma aussi, hein, on l'aura compris un petit peu au centre du viseur. On parle de joueurs quand même tu peux pas baser ton spacing sur eux. C'est pas possible. Après, je te comprends, mais moi je regarde aussi peut-être qu'on a deux visions différentes, mais moi je regarde aussi ce qu'il a fallu faire pour que le Heat gagne ce match. En gros, si on faisait deux colonnes, tu vois, les 3 colonnes que j'avais fait dans un épisode, c'est-à-dire événements qui sont propres à ce match, et événements qui vont pas se reproduire, et événements qui peuvent se reproduire, le Heat, je suis pas sûr qu'on voit un Duncan Robinson à 7-3 points, Kendrick Nunn qui sort de la poche, Jimmy Butler, alors, vous l'avez entendu, je suis un de ses défenseurs, mais est-ce qu'il peut sortir 3 matchs de ce niveau-là, avec le niveau de fatigue, on sait pas, alors que c'est LeBron James, le match de LeBron, il est historique, mais on serait pas surpris qu'il en ressorte un du même niveau. Davis, il y a la question de sa blessure, et tu te dis que les role players peuvent se réveiller. Donc, je te rejoins, en fait. Je pense que clairement, le match 6, les Lakers vont l'aborder un peu avec la tremblote, mais ils ont encore les armes. Je suis pas inquiet. Enfin, si, je suis inquiet, mais je suis pas défaitiste. Stat de Mark Spears d'ESPN, que j'ai trouvé sur Twitter. Sur des passes de LeBron à 3 points dans le clutch,
Les Lakers, les role-players des Lakers étaient role-players. Les joueurs qui ne sont pas LeBron ni AD, vu que LeBron ne fait pas de passe à lui-même, sinon ça fait reprise de dribble. 0 sur 6 et 0 sur 4 sur les 3 points ouverts. C'est assez compliqué. LeBron n'est pas dépendant de l'adresse de ses coéquipiers. Ils sont pas mis dedans. Moi, j'avoue que je fais pas confiance à Danny Green, Markieff Morris, Kyle Kuzma ou je fais plus confiance à un Rondo, tu vois. Sérieux, Rondo, il peut me mettre un gros tir. Il a émis dans les 2 premiers matchs. Et KCP m'a montré des choses intéressantes sur la fin du match 4. Mais voilà, est-ce que ces stats vont se répéter? En fait, c'est assez compliqué à dire. Après, Rondo, je trouve que depuis qu'il s'est un peu inventé un shoot, il en prend parfois un peu des casse-croûtes. Enfin, on a quand même l'impression, le Heat doit réussir toutes ses possession offensive, parce qu'autrement, on l'a vu sur ce match d'ailleurs, où les Lakers leur passent un 25-4 en contre-attaque, c'est sanctionné direct par une contre-attaque côté Lakers, donc tu dois réussir tes possessions offensives. Je trouve que parfois il y a quand même un laxisme et un manque de solution côté Lakers qui est assez aberrant. Enfin, alors tu me connais, je suis pas dans la team beau jeu, enfin dans tous les sports, le beau jeu pour moi c'est le truc le plus, je regarde le résultat, mais il y a une pauvreté offensive des Lakers sur les quelques derniers matchs qui est où tu vois que en dehors d'un pick and roll LeBron où enfin il y a rien, et c'est d'autant plus criant vis-à-vis du Heat. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on met moins les role players des Lakers dans des bonnes conditions que ceux du Heat. Ilias mentionnait aussi beaucoup de moins de jeux au poste pour Anthony Davis depuis quelques matchs. Donc dans la diversité, c'est vrai qu'il avait fait un chantier sur ce genre de jeu dans les premiers matchs, pas forcément en allant au cercle, mais voilà, en fixant l'adversaire et en mettant des tirs après. C'est vrai mais Alan, tu sais, tu comprends pourquoi ça marche plus. Parce que les mecs mettent plus autour, en fait. Oui, c'est ça. Pour ça, hein. Il y a des prises à deux qui arrivent sur simple et bonne raison. C'est ça, c'est clair. Prise à deux arrive sur Eddie, et après on force Eddie à prendre une décision et à lâcher la balle. En fait, dans le box score, on voit le nombre de tirs d'Eddie qui se réduit parce qu'en fait, on le force à lâcher la balle. Parce qu'on n'a pas peur, parce que Spoelstra fait le pari de dire Anthony Davis, tu me battras pas sur ça. Si je perds sur Danny Green, Markieff Morris, eh ben d'accord. Et d'ailleurs, dans le match 3, il aurait pu perdre sur Markieff Morris, qui met 5 paniers à 3 points. Enfin, tu vois, c'était un truc où on se dit, ouais, c'est bizarre, tu vois. Mais Spoelstra avait dit, bah là, très bien, si je perds parce que Markieff Morris me torpille à 3 points, j'aurais tout tenté. Dans la suite de la série, on n'a pas parlé de la blessure d'AD. J'avoue que moi, dès que je vois une blessure... Je te sens inquiet, ouais. Moi, j'ai toujours très peur. Moi, j'ai tout de suite parlé je cite, oh, c'est le talon d'Achille. J'ai toujours parlé à chaque fois, de toute façon, qu'il y a une blessure au pied où on voit pas de torsion de cheville, j'ai toujours l'impression que c'est le talon. C'est un truc... alors que pas forcément, tu peux avoir la cheville qui se bloque toute seule. Toujours est-il qu'il a continué le match, mais que je l'ai trouvé un peu traînant la patte. Il y a 48 heures de repos, pas 72. Ça va avoir des conséquences pour Jimmy Butler, mais aussi pour Jimmy Butler dans la fatigue et dans tous les petits bobos qui impliquent de jouer 47 minutes et tout ça. Anthony Davis, si jamais, il est blessé à son pied, quoi. Totalement. Il y a cette crainte. Après, on sait que les fans de New Orleans le savent mieux que tout le monde. Il y a Anthony Davis, c'est un joueur qui est... Je sais même pas si on peut parler de fragilité, en fait, parce que c'est surtout, il a souvent des bobos, quoi. Il a souvent des bobos. À l'heure actuelle, alors je vais un peu botter en touche, enfin on sait pas, on l'a vu traîner la patte, mais il fait quand même 2 actions importantes. Enfin quand il prend le rebond et qui sur ce airball de je ne sais plus qui va chercher le rebond et qui finit, enfin shoot de KCP, shoot important, où il y a peut-être faute de Butler. Alors honnêtement, après un match d'un tel niveau, de voir notamment les Lakers se plaindre de l'arbitrage, je trouve ça très moyen en fait. Enfin bref, je referme la parenthèse. Surtout que quand tu te plains pas quand t'as eu les armes pour battre l'équipe d'en face. Enfin bref, je sais pas en fait vis-à-vis d'AD. C'est sûr personne ne sait. C'est sûr que au moment où j'ai vu cette blessure et même cette fin de match, je me suis dit il faut, si je me mets à la place d'un membre du staff des Lakers, il faut les terminer maintenant. Il faut vraiment les terminer maintenant. Et
c'est marrant qu'on soit tous les deux, Alan. Moi, ça me fait vraiment penser. Tu te souviens, la première saison du podcast, 2016, quelle série on commente? On commente le Warriors Cavs. Ouais. Et dès le match 5, où le match 5 est gagné par les Cavs, tu me dis, attention. Et moi, je te dis, non, mais les Warriors vont gagner. Même avant le match 7, je te dis, les Warriors vont gagner. Même dans le Money Time du match 7, je te dis, les Warriors vont gagner. Et j'avoue que je pense que je suis traumatisé par ça, parce que je suis très, très inquiet pour les Lakers. Je sais pas. Enfin, honnêtement, c'est compliqué, quoi. C'est du défaitisme. On pourrait nous taxer de défaitisme, de vraiment être hyper pessimiste. Ce que des fois le fan NBA est, mais nous, on n'est pas fan des Lakers, en fait. Donc, genre, Boston serait trop, à la place des Lakers, je serais au bout du rouleau. Je dirais déjà qu'on a perdu, qu'on va perdre, le scénario catastrophe, on voit tout en négatif. Là, en fait, c'est plus que, comme tu l'as dit en ouverture de podcast, les ajustements qui sont visibles et qui font que t'as l'impression que la série sur les 3 derniers matchs n'est plus la même que sur les 2 premiers, déjà. Et en plus, elle change après tous les matchs, comme tu l'as dit, grâce aux ajustements de Spoelstra. Le petit bobo d'Anthony Davis, cette incapacité complète des Lakers à ne pas pouvoir défendre Jimmy Butler depuis 3 matchs, enfin, c'est irréel pour moi, totalement irréel. Et tu te dis, voilà, cette équipe de Miami, elle a un truc en fait. Elle a peut-être un truc. Elle aurait dû perdre selon les bookmakers contre Milwaukee. Elle aurait sûrement dû perdre contre Boston selon les bookmakers. Elle doit perdre. Elle est sans Dragic. Elle a Adebayo a loupé un match. Et ils sont là. Donc. Ah, t'as un peu peur du facteur mystique. Je sais pas, mais 2016, c'est mystique un peu ce qui se passe côté Cavs. 2019, c'est mystique aussi côté Toronto. Le shoot de Butler, de Kawhi. Ils reviennent ensuite de 0-2 pour gagner 4-2. Ils vont en finale, ils battent les Warriors parce qu'il y a des blessures en face. Faut pas juste voir le basket comme un sport mathématique ou un sport mais en fait la NBA est faite de séries et donc en fait le système de séries fait que ça avantage normalement 90% du temps sur 7 matchs, ça sera toujours la meilleure équipe qui va l'emporter. Mais je me dis, je sais pas, je vois des petits signes comme quoi cette équipe-là, elle va pas se battre elle-même. Il va falloir que ça soit les Lakers qui fassent un gros match 6, avec un gros duo LeBron AD, et on ne sait pas dans quel état il sera. Et il va falloir qu'à côté, ils aient 1 ou 2 joueurs qui soient de solides 3e et 4e options. Voilà, moi, Miami se battra pas lui-même dans le match 6, pas du tout. Vas-y, avant que je perde totalement ma voix, franchis le pas et dis-nous que Miami gagne le 6 et que t'attends le 7, quoi. Franchis le pas. Non, parce que... Non, en fait, c'est vraiment super compliqué. Je dirais pas ça. Moi, comme tu l'as dit, on a vu Jimmy Butler jouer 47 minutes et finir avec un triple-double avec 35 points. Enfin, je me dis, c'est pas duplicable 2 jours après. Mais est-ce que Bam Adebayo sera pas meilleur? Je les trouve pas très bon. Je trouve pas très bon en fait sur les finales. Je vais être cash, je trouve pas très bon sur les finales NBA. Bam Adebayo. Il joue Anthony Davis en fait. Voilà. Je pense qu'on l'a vu trop beau parce qu'il a joué Daniel Tice et Brook Lopez. Maintenant il joue Anthony Davis, c'est plus le même joueur. C'est normal. Et c'est total. En fait, c'est pas que je le trouve pas très bon, c'est que c'est un joueur dans sa 3e année à qui on demande d'être 75% de ce qu'on demandait à Dwight Howard d'être entre 2008 et 2011 du côté du Magic d'Orlando. C'est pas normal de demander ça. C'est juste qu'il a, comme tu as dit, il a tellement été fort sur les 2 tours d'avant et il joue en face le meilleur intérieur de la ligue. Sauf si on pense que Giannis est un intérieur, mais c'est un débat qu'on pourrait aborder plus tard. Mais je dis pas. Mais c'est un intérieur, ouais. Vas-y, continue. Je dis pas que les Lakers perdront le 6 et qu'on aura un 7. Je dis juste qu'en fait, j'ai commencé par ça, je me répète, c'est beaucoup de répétitions. T'aurais pu me dire que les Lakers perdraient celui-là, je t'aurais dit, oh bah ça va, ils perdent il y a toujours 3-2. Mais en fait, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, c'est le petit souci physique d'AD, c'est le body language de certains Lakers, c'est le body language des joueurs du Heat. Et je me dis, pourquoi ils le referaient pas demain? Franchement, au moment où on enregistre, je serais étonné, je serais pas choqué de ça. Alors, je vais peut-être un peu... Viens tempérer. Ouais, je vais peut-être venir tempérer. Enfin,
c'est pas l'analyse du siècle, hein. Je pense que vous êtes habitués ici à avoir de meilleures analyses. Ils sont à un shoot de Danny Green de quand même soulever le trophée, hein. C'est vrai. Enfin, c'est pas une... Et à Marquise Morris, s'il fait la passe à LeBron aussi, parce que... Même si ça, je trouve que NBA Twitter en parle beaucoup trop, c'est pas une passe facile. Enfin, surtout pour un mec qui a eu un blocage au niveau du cerveau à ce moment-là. D'ailleurs, faudra quand même qu'on en parle un peu de cette fin de match. Bref, déjà les Lakers passent à rien. Il y a eu, je trouve, de notre part, de la part des médias et surtout de la part des Lakers, peut-être la sensation que c'était terminé. Ah là, on met le Mamba jersey, etc. Enfin, tu vois, il y avait quand même cette sensation. On parlait beaucoup des Lakers. On parlait beaucoup des Lakers. Il y avait déjà les débats sur la legacy, l'héritage de LeBron dépassaient tout l'entendement. Déjà que de base, c'est assez chiant. Donc, je pense que les Lakers, ils sont arrivés un peu, en tongue sur ce match. Et le Heat, on sait bien, de base, ça m'énerve quand les équipes NBA font ça, mais elles le font toutes, se nourrissent un peu de l'adversité, et le Heat, c'est l'équipe qui se nourrit le plus de l'adversité. Donc je pense que si tu veux rentrer dans le domaine mystique, il y a peut-être eu ce côté-là, côté Heat, à dire, bah ok, personne ne croit en nous, on va le chercher. Après, encore une fois, factuellement, il passe à un money time très bien géré, de perdre. Encore, après, comme je l'ai dit, ils gèrent tout le temps bien les money time. C'est ça. Mais, je sais pas, moi j'ai juste du mal à voir, encore une fois, si je reprends mes 3 colonnes dont je parle depuis en gros 2-3 matchs, le Heat a beaucoup de choses en sa faveur. Je maintiens, mais je parle de cette action à 4 points, parce que à la fin du 3e de Duncan Robinson, ça envoie le Heat à 6 points d'avance sur les Lakers. Dans un match au couteau comme ça, c'est très important. On voit aussi, et c'est pour ça que je vais peut-être tempérer ce que tu dis, le Heat, c'est l'autre côté de la pièce. Le Heat ne sait pas gagner, ne sait pas simplifier les choses. Ils savent pas gagner un match simplement. Et il y a un moment où je vais pas parier 3 money time de suite contre LeBron James et Anthony Davis. J'ai rien à répondre à ça. Cette dernière phrase me met au sol. Mais hippon. Mais non, c'est vrai. Mais en fait, c'était juste sur cette impression que, tu vois, dans la plupart des séries, tu mènes 3, on se dit, bon, tu perds le 5, bon. Tu vois, bon. Allez. Là, je sais pas. Je vais te poser une question. Je reprends mon rôle, Alan. Mais est-ce que, en gros, on remonte dans le temps, on n'a pas le même discours après le match 3 ? Du genre, ils ont juste perdu le UC à 2-1, ils gagneront le 4. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, je vois pas de changement aussi évident à faire que de décaler Davis sur Butler, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça fait les victoires du Heat. Peut-être que c'est inconscient, mais on veut vraiment que cette série dure, mais je sais pas. Oui, il y a l'argument aussi que sur l'intégralité des 5 matchs, il y a, je sais pas s'il y a, enfin, on n'a pas encore vu le match 6 forcément, mais sur l'intégralité des 5 matchs, il y a peut-être 2,5 à 2,5. Si tu vois ce que je veux dire en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est assez compliqué, mais j'ai parié sur les Lakers avant le début de la série. On a tous parié 4-2 quasiment, sauf quelques irréductibles gaulois qui ont parié 4-1 dans l'équipe. Mais donc en vrai, s'il y avait 4-2, ça serait logique. Mais est-ce qu'on aurait vu un 4-2 avec Jimmy Butler qui tape 2 triple-doubles à 35 points et 40 et qui joue les yeux dans les yeux avec LeBron depuis 3 matchs, un Eddie qui traîne un petit peu la patte après 2 super premiers matchs? En fait, c'est plus ça. Mais en fait, il se passe ça dans toutes les finales NBA en vrai. C'est juste, est-ce que on va reparler à la fin, les Warriors, moi, ils m'ont matrixé sur comment on domine une finale NBA, je pense. C'est ça, en fait. Voilà. Et c'est un point super intéressant, c'est que c'est normal, en fait, de douter dans une finale NBA. Complètement. C'est normal d'un moment voir, de voir une équipe qui domine, puis elle reprend le flambeau. Enfin, tu vois, de voir des coups de passe-passe comme ça, c'est tout à fait normal. C'est juste que ça fait 5 ans qu'on l'avait plus vu, quoi. C'est ça. On avait vu un 4-1, un sweep, la série historique de 2016 et un 4-2 avec plein de blessés où on savait que la fin était écrite, quoi. Donc, ouais. Si tu remontes même aux années, la dernière de LeBron à Miami, il y a pas de série en fait. Hein. Non, LeBron il joue tout seul. Ça veut dire que depuis, du coup, on remonte à 2014. 2013. Depuis 2013, on a vu 2 séries et demie qui sont serrées en finale NBA. Je pense qu'il y a peut-être ce recul-là où nous, surtout qu'on a un peu, je pense que le format qu'on a en ce moment de réagir à chaque match nous enferme. Parce que en gros,
on est, tu vois, si on réagit à ce match-là en même temps que le match 4, je pense qu'on est un peu plus nuancé. Moi, pour répondre à la question que tu n'oses pas poser, je vais quand même mettre Lakers en 6, le match d'après, mais j'avoue que le 7 est pas inenvisageable. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. On a trouvé peut-être le point. On a été mal aiguillé, influencé sur une surdomination en finale NBA, ce qui ne doit pas être possible. On est censé avoir les deux meilleures équipes, les deux des trois meilleures équipes, parce que des fois, une des conférences a les deux meilleures équipes. Mais bon, ça, c'est des débats sans fin, parce que les équipes se jouent pas toutes. Mais bon. Moi aussi, je vais dire que je pense que les Lakers vont finir le travail dimanche soir. Je sais pas qui fera le podcast. Si jamais on a un match 7, qu'est-ce qu'il faudra qu'il se soit passé du côté de Miami dans ce match 6 ? Un barrage à 3 points ? Alors, j'allais te proposer un truc, mais je suis en train de me dire que, on l'a dit, ils gagnent tout le temps d'une façon à peu près différente. Enfin, les ajustements sont constants. Donc, à voir. Je pense, je vais te faire un contre-pied, je vais répondre qu'est-ce qui doit se passer côté Lakers. Côté Lakers, je pense qu'on doit avoir en gros à peu près le même match, Anthony Davis un peu en dessous, et le troisième Gugus du frontcourt qui continue à ne rien faire. Complètement. Après, peut-être les gens diront ah oui mais on n'aura pas toujours un LeBron James de ce niveau-là. Je réponds que je sais pas si on aura toujours un Jimmy Butler de ce niveau-là. Il faut pas non plus oublier que entre le match 3 et le match 5, il y a un match 4 où Butler pris par Davis est moins bon. Et humain, il met une vingtaine de points, c'est clair. Il est humain et enfin il y a ça aussi, il y a cette capacité à répéter dans l'excellence où là bien sûr si Jimmy Butler refait un match 6 du niveau du match 5 et les Lakers sont vraiment dans la mouise pour être honnête, mais je pense vraiment qu'en fait on connaît le scénario, les Lakers perdent, c'est les role players qui les font perdre en vrai, parce qu'on a quand même l'impression sur le déroulé de la série qu'ils vont pas perdre à cause de LeBron ou d'AD. Parce que le seul match où on a vu certaines personnes dire ils ont perdu à cause d'AD, c'est que AD a des problèmes de faute, c'est tout. Oui, exactement dans le troisième match. C'est clair. Bon, on va avoir peut-être plus d'indications sur l'éventuelle blessure d'Anthony, parce qu'en fait il est revenu, donc il n'y a pas eu vraiment de communication sur un pépin physique, j'en ai pas vraiment vu personnellement, mais on a vu. Ce serait réaggraver une blessure qu'il avait avant, mais c'est les finales NBA, ils sont à un match de soulever le trophée, ils jouent. Hein. Enfin, Complètement. Là il a peut-être plus mal que hier, parce que t'as l'adrénaline du match, et voilà, bon il a serré la chaussure, et voilà. Donc mais avec les staffs NBA et tout ça, puis t'as un match de gagner le titre. Et t'as LeBron James dans ton équipe. Donc même si j'ai un pied en moins, j'y vais. Donc c'est clair. Franchement, on a abordé pas mal de choses. Alan, je suis obligé de poser la dernière question. Est-ce que la dernière action du match était la bonne ? Parce que c'est un peu ce... Twitter parle que de ça. Cette question folle. Oui, LeBron fait le bon choix. Il fixe 3 défenseurs. Il a 3 défenseurs sur lui et il fixe le 4e. C'est-à-dire que Bam vient un peu, quoi. Et c'est impossible de la glisser à Eddie. Je pense que Chris Bosh l'a dit dans un podcast avec Brian Windhorst et Zach Lowe. Bon, il a un peu dit, bon, je connais pas Frank Vogel, mais il n'y avait pas 20 000 options. Ses premières options, LeBron il score lui-même. Deuxième option, il va et puis il passe à Eddie. Et troisième option, il fait ce qu'il peut. Et ce qu'il peut, c'est qu'il a fixé 3 gars adverses et qu'il y a un 4e qui est venu aider, et Green était tout seul en tête de raquette. Danny Green qui d'ailleurs vit sur sa réputation des finales 2013, parce que il est cataclysmique sinon en playoff en termes d'adresse. C'est vrai, quand on te sort ses pourcentages au tir, faut pas oublier qu'il y en a. Ces pourcentages au tir sont influencés par des séries qui se sont passées il y a 7 ans quand même. Ouais, totalement. Genre déjà l'année dernière contre les Warriors, il met pas grand chose, et voilà. Et je crois, je peux me tromper, mais je vois que même de mémoire dans la finale où il gagne contre Miami 2014, il est pas si à droite. Non, il est pas bon. Sur la deuxième, il est pas bon. C'est sur la première où il perd, où il est excellent et qu'il tape à limite un record de nombre de tirs à 3 points réussis sur une série de finales NBA. Mais non, pour moi c'est la bonne action. Je pense qu'on partage un peu tout ça. Après, comme les Warriors ont matrixé comment on doit gagner une finale NBA, Kobe Bryant et Michael Jordan ont matrixé comment on doit gérer une fin de match, et on retient les 5 shoots à 2 qu'ils ont mis au buzzer dans leur carrière, et on oublie les 25 ratés.
Totalement. Pour répondre globalement avant de te laisser finir, je suis d'accord. Le seul truc peut-être, c'est en fait, moi je suis pas dans la team. C'est à la superstar de prendre le shoot, pas du tout. Je me dis juste parmi tes deux troisième options, 3-4 même options en l'occurrence, est-ce que tu voulais vraiment que ce soit Danny Green qui soit là, tu vois? Oui. Est-ce que tu dessines pas une meilleure deuxième option si le premier truc marche pas? Mais là, c'est à Vogel. Hein. Et après, faut aussi préciser, et je te laisserai vraiment, j'arrêterai de parler, t'inquiète. mais que la stat tournée sur Twitter, c'était le pape des analytics, je sais jamais comment dire son nom, qui est un ancien des Bucks, Seth Partnow. Ouais, voilà exactement, qui expliquait qu'en gros, on tombe dont Snoop Dogg est violemment tombé sur Danny Green, mais un joueur NBA grand ouvert ou ouvert à 3 points, le pourcentage de shoot, de réussite se situe un peu au-dessus des 40%. Hein. Il y a quand même plus de chances qu'il rate qu'il ne le met. Là où c'est terrible pour Danny Green, c'est que tu vois, au moment où il lâche le ballon, tu sais qu'il est court en fait. Ah, ouais. Il est court. Et ensuite, on n'a pas besoin de parler de la suite où Markieff Morris nous fait une mini J.R. Smith, mais ouais, compliqué. Ouais, il a pas oublié le score, il a juste oublié comment faire une passe, quoi. Ouais. C'est Enfin, il y a un joueur du Heat qui défend 3 mecs des Lakers quand même. C'est ça, je vois ce qu'il veut faire. Il veut la mettre pour Eddie, une sorte d'alley-oop pour lui donner la balle derrière le défenseur. Ou même provoquer, ils sont dans le bonus. Hein. Enfin... Complètement. Non, il y a eu un bug dans le cerveau de Markieff Morris, quoi. Il y a eu un petit... Et je pense qu'il veut bien faire en plus. Hein. Là où J.R. Smith... c'était vraiment... on en a assez parlé tous les deux. On était ensemble en direct pendant ce match-là. On avait fait le débrief quelques heures après. On était ahuris. Mais là, je lui en veux moins qu'à J.R. Smith. Juste, Est-ce que Markieff Morris doit être sur le terrain à ce moment-là? La question du début est encore... celle-là est encore présente. Bah, en fait, ce que t'as pas d'alternative. Donc, je te pose une autre question. T'aurais préféré que ça soit Kyle Kuzma ou Dwight Howard? Kyle Kuzma, il tire. Est-ce qu'il met, en fait? Il tire à mi-distance. Et s'il met, il reste encore 4 secondes, de toute façon, pour Miami avec un temps mort. Ouais, on parle pas de ce point-là, surtout là où c'est bien joué, c'est qu'au moment où Danny Green prend son tir, il reste 9 secondes. Ouais. C'est-à-dire que s'il le met, déjà, ils ont 2 points d'avance et, enfin, ils se laissent la possibilité de prendre le rebond. Là où c'est terrible, c'est qu'il est tellement court que le rebond tombe pas sur AD. Parce que si le rebond, il est dans, on va dire, dans l'espace de AD, il prend le rebond, soit il y a une faute, enfin bref. Voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu joues cette action-là 100 fois. Je pense que les Lakers scorent 70. Enfin, c'est que là, ils sont pas tombés au bon endroit, quoi. Et ils ont aussi pris le risque en laissant potentiellement 10 secondes. Si Danny Green le met, bah, Spoelstra, il a 10 secondes après pour dessiner quelque chose aussi. Donc, c'est plein d'ajustements, en fait. T'as l'impression qu'il dérive de juste ce simple fait qu'il y a un shoot qui a été raté dans les 10 dernières secondes. Je crois qu'on est arrivé au bout, Ben. Ouais, là, on a, je t'avoue que ma voix aussi. Ouais, je remarque, on a raclé la gamelle, comme disait un de mes professeurs. On a parlé d'un peu tout. Franchement, on va avoir ce match 6, donc dimanche. Je pense que toute la planète basket va le regarder. On se retrouvera pour en parler courant de la semaine prochaine. N'oubliez pas, nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait péter le 3000 avant la draft. Ouais. On précise juste aux gens qu'en cas de victoire des Lakers, on sait pas encore si on va attendre comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire un épisode le week-end pour débriefer ou on va débriefer dans la foulée. Je pense que ça dépendra de nos disponibilités et de ma voix aussi. Complètement. Mais en tout cas, les gens qui nous découvrent sur les réseaux sociaux, donc faut le dire, peut-être pour les gens qui savent pas, un podcast tous les débuts de semaine. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les applis de podcast, sur tout ça, nous noter, nous donner des 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Ben, va te reposer, prends un sirop pour la toux. Je me suis déjà reposé toute l'après-midi. Ouais, c'est compliqué là. Je suis dans le même état que Danny Green, je pense. Mais t'as été meilleur dans le clutch que lui. Merci. Je dirais ça. Allez, salut à tous, à plus. Salut.